Pierre Baudot-Livinec, bonjour. Vous êtes professeur de droit public, directeur du Centre de droit international de l'Université de Nanterre. Vous connaissez bien la Cour internationale de justice pour avoir été le conseil de plusieurs États dans différents contentieux. Quelle a été la position de la France? Quelles ont été les observations de la France sur ces questions posées à la Cour? Alors, j'ai travaillé dans l'équipe de la France, mais aujourd'hui, je parle en tant que professeur, donc de manière objective. La position de la France, c'est une position qui est relativement traditionnelle, qui est donc fondée, en fait, sur des prises de position antérieures qui avaient déjà été exprimées lors de la procédure précédente, puisqu'il y avait déjà eu un avis consultatif rendu par la Cour en 2004 sur l'affaire du mur, construit par Israël en Palestine. Cette position, elle affirme le droit du peuple palestinien à l'autodétermination. Elle considère que la politique menée par Israël dans les territoires occupés, Cisjordanie, mais aussi Gaza, est contraire, entrave la réalisation du droit du peuple palestinien à l'autodétermination. Elle considère aussi que l'occupation emporte un certain nombre de droits pour la puissance occupante, mais aussi et surtout des obligations vis-à-vis des citoyens de la Palestine. Et puis, ce qui est aussi très important, la position qui a été affirmée hier rappelle qu'il y a des conséquences juridiques pour Israël, des conséquences en termes de cessation de l'occupation, de l'action, des conséquences pour les autres États, pour la communauté internationale, notamment pour aider à la résolution du conflit. Et il y a un point très important l'une des conséquences est de ne pas reconnaître l'état de fait créé par l'occupation. En 2004, la Cour a souligné, c'est la Cour, c'est pas la France, la Cour a souligné qu'il y avait un risque d'annexion de facto. Je cite la Cour. Et donc tous les États ont l'obligation de ne pas reconnaître cet état de fait sur le terrain, ce qui peut avoir des conséquences très concrètes, y compris sur le territoire de l'Union européenne. Vous parlez d'obligations de la force occupante. Quelles sont ces obligations d'Israël vis-à-vis de la population palestinienne? Alors, ce sont des obligations très larges, mais on pourrait les résumer en disant que c'est une obligation de protection. En fait, la puissance occupante doit aussi protéger les intérêts du territoire et des personnes qui sont occupées. Par définition, l'occupation est temporaire. Voilà. Et donc, il a été dit lors des audiences par l'un des conseils de la Palestine, que l'occupation permanente, c'était un oxymore. Depuis 1967, ça n'est plus une occupation temporaire. Est-ce que le droit à l'autodétermination d'un peuple se décide dans une cour de justice ? Alors, il ne se décide pas dans la Cour de justice au sens où ce n'est pas la Cour internationale de justice qui va le réaliser, mais il se reconnaît devant la Cour internationale de justice. En tout cas, dans des cas comme celui de la Palestine, dans des cas comme celui du Sahara occidental, il est très fort que la Cour dise il y a un peuple palestinien et en droit international, qui dit peuple dit droit à l'autodétermination. Donc, si vous voulez, cette consécration du droit du peuple à l'autodétermination, elle est portée par la Cour et elle a des incidences remarquables. Si on veut s'éloigner juste un instant du cas de la Palestine, en 1975, la Cour a dit que le Sahara occidental, le peuple du Sahara occidental, avait le droit à l'autodétermination. Et encore aujourd'hui, cette qualification, elle a des incidences remarquables pour les autres États. Pour autant, le Sahara occidental n'est pas un pays indépendant. Et bien sûr. Alors, évidemment... Donc ça ne se traduit pas nécessairement politiquement sur le terrain. Je crois qu'il ne faut pas confondre la politique et le droit. Le droit ne résout pas à lui seul des litiges, mais il permet de poser des mots sur les litiges. Dans ce cas présent, est-ce que le droit est une sorte de bouclier pour les Palestiniens? À défaut d'être entendu politiquement, est-ce que le droit va leur donner une légitimité? Oui, le droit, c'est une arme. C'est l'arme principale des Palestiniens. On pourrait dire plus généralement que c'est souvent en droit international l'arme des faibles. Voilà. Et donc avoir cette qualification juridique sur la question de l'occupation, sur la question du droit à l'autodétermination, c'est extrêmement important parce que, je vais vous donner juste un exemple. On dit que le droit à l'autodétermination, je vais essayer de ne pas être trop technique, est un droit erga omnes, applicable à tous. Si le peuple palestinien a le droit à l'autodétermination, il l'a, ça a déjà été dit en 2004, alors tous les États doivent prendre en considération l'existence de ce droit et préserver l'existence de ce droit. Donc vous voyez là, le droit est véritablement une arme, oui, une arme pacifique, mais une arme au service, en l'occurrence, de la Palestine.
La France est passée après les États-Unis. Quel a été le point de vue exposé par les Américains? Alors, c'était très intéressant. Il se trouve que j'étais dans la salle à ce moment-là. Évidemment, on ne pouvait pas s'attendre à ce que les États-Unis changent totalement de position, mais je trouve que si on écoute très attentivement ce qu'ils ont dit, leur position a évolué. Les États-Unis, dans la procédure précédente que j'ai évoquée de 2004, avaient essayé de dire à la Cour qu'elle n'était pas compétente et qu'elle ne devait pas rendre d'avis parce qu'un avis pourrait obérer les chances d'un règlement pacifique. Cette fois-ci, les États-Unis ont dit à la Cour « rendez un avis ». Et nous demandons à ce que vous rendiez un avis, mais un avis limité, circonscrit, qui ne menace pas le règlement. Donc on sent qu'il y a une évolution de la position américaine qui, elle aussi, accepte que l'organe judiciaire principal des Nations Unies puisse se prononcer sur cette question. Alors, pendant ces audiences, Benjamin Netanyahou a fait voter à la Knesset une sorte de résolution disant qu'Israël ne se conformerait pas à un diktat international. Comment il faut le comprendre ? Alors, j'imagine qu'il y a des motivations politiques et que c'est une forme un petit peu de réaction et de protection du gouvernement israélien. Mais d'un point de vue juridique, c'est totalement dénué de pertinence. D'abord, il s'agit d'un avis consultatif, donc il n'est pas contraignant. Mais l'autorité de l'avis est très forte. Et c'est un avis qui est rendu en droit. Ce sont 15 juges qui viennent du monde entier qui vont rendre un avis fondé en droit. Et donc, si vous voulez, il n'y a pas de diktat au sens d'une imposition de sanctions ou quoi que ce soit de cet ordre, bien évidemment. Mais en revanche, la Cour dit le droit. Et ce droit-là, eh bien, il est opposable à Israël. En quoi la décision qui sera prise par la Cour aura une portée historique? On dit d'ores et déjà que ces séances, il y a plus de 50 pays qui sont amenés à exposer leurs observations. En quoi la décision qui sera prise à la Cour aura une importance, aura une portée? Est-ce qu'il y aura un avant, un après? Alors, c'est difficile de savoir comment la Cour va se prononcer, mais je crois néanmoins que cette décision, plutôt cet avis, pourrait avoir une double importance. D'abord, je le répète, elle va permettre de clarifier l'état du droit, de qualifier juridiquement quelle est la situation du peuple palestinien aujourd'hui, et c'est très important. Mais il y a aussi, au-delà de cette réaffirmation de principe, je crois qu'il y a des conséquences très concrètes qui peuvent être attendues de ce droit. Et d'ailleurs, les Palestiniens ont demandé à ce que la Cour rende un avis le plus précis possible dans ces conséquences juridiques. Pas d'ambiguïté. Pas d'ambiguïté. Des conséquences pour tous les États. Est-ce que demain, le fait de fournir une aide aux colons israéliens, ne sera pas considéré comme contraire au droit à l'autodétermination? On a déjà des jugements de la Cour de justice de l'Union européenne qui prennent en compte cet aspect-là. Donc, si vous voulez, je pense que les conséquences juridiques pour les autres États seront très importantes. Merci beaucoup, Pierre Baudot-Livinec, d'avoir été notre invité. Merci.